une séance aujourd'hui concernant les textures. Donc, j'ai essayé à chaque fois de mettre les exemples utilisés en cours et les exemples auxquels on est arrivé, de les centraliser sur ce repository. Donc, code up8.edu amsi/atelier api8 et vous allez dans le dossier 2026. Là, vous aurez un dossier texture une fois qu'on a terminé. Vous aurez un dossier peut-être 00 texture plutôt, parce que c'est peut-être avant l'éclairage. Euh, et donc pour le moment, il y a juste les deux archives utilisées dans la séance DL3 sur l'éclairage. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de partir d'un code qui a été fait spécifiquement pour commencer à texturer. Donc, c'est ce code, je le mettrai en ligne. À moins que vous vouliez avoir aussi directement accès tout de suite. On l'a Oui. déjà avec ce code. Test texture, non. Test Tec- texture, c'est il est sur Ah, Mattermost. je l'ai committé au. Oui, effectivement, au L2 Y, ou c'est les X. Donc, oui, vous l'avez sur Mattermost. Donc, on part de ce code-là. On parle de la 0.1 de la. De la 0.1, la 1.0, il y a déjà des textures. Donc, la 0.1 est zéro texturée. Donc, une exécution d'abord pour voir donc, qu'est-ce que ça produit. Donc, en termes de géométrie, on a un plan et un cube. Et juste du coloriage, hein. Le fond est effacé en bleu, le plan est vert et le cube est rouge. Je suis parti d'un des exemples de l'intensif où on n'avait pas encore l'éclairage, mais on avait introduit une variable uniforme qui s'appelait couleur et qui nous permettait de colorier juste les géométries. Ça, c'est le point de départ pour texturer. On fait un passage rapide du code pour essayer de comprendre tous les éléments qu'il y a dans cette scène. Donc, comme d'habitude, on a une fonction init qui va initialiser les paramètres de GL et de GL for de mise, une fonction draw qui sera appelée à chaque frame et une fonction kit qui sera appelée at exit, donc à la sortie du programme. On a besoin d'un identifiant de shader pour notre shader qui va texturer, d'un identifiant pour la géométrie du cube et d'un identifiant pour la géométrie du plan GL4D. Et donc tout ça commence à 0, largeur, hauteur de la fenêtre, création de la fenêtre, appel de la fonction init, mise en place de la fonction kit at exit et du draw à chaque display. Donc dans l'init, comme habituellement, ce paramètre-là permet de forcer la synchro verticale. On active le test de profondeur. On met un effacement à bleu un peu ciel. Euh, Option par défaut, remplir les polygones, remplir les triangles. Générer un cube, donc c'est GL4DG gen cube. Et générer un quad, c'est GL4DG gen quad F. Et donc ces deux objets, comme j'ai a priori dit précédemment, vous n'avez pas besoin d'en avoir 10 000 instances si vous voulez les démultiplier dans votre scène, c'est les mêmes. C'est juste qu'à chaque fois, vous allez les placer ailleurs et voir les texturer d'une autre texture ou les colorier d'une autre couleur. Pour les shaders, on va avoir donc dans le répertoire shader un vertex shader qui s'appelle hello.vs et un fragment shader qui va s'appeler hello.fs. Et donc le PID va compiler les deux et les linker pour avoir un programme shader. En termes de matrice, on part sur modélisation, vue et projection. Donc un découpage en trois matrices différentes pour transformer dans l'espace les sommets. Et puis on set la matrice de projection avec le respect du ratio ici, moins W sur A sur moins H sur W et plus H sur W pour la partie Frostum. Hein, je rappelle le Frostum qu'on utilise ici dans cet exemple. Enfin, la fonction Frostum qu'on utilise prend les paramètres left, right, bottom, top et near far. Et donc, dans le code, on voit que la hauteur, hein, est modifiée, enfin, elle n'est pas unitaire, elle est modifiée de manière à respecter le ratio de la fenêtre, H sur W. Et voilà. Donc, comme ça ne déforme pas nos formes. Donc,
Ça, c'est mis en place à l'init. À chaque fois que je vais dessiner, vous vous souvenez, le bloc de temps peut être utile euh, pour avoir des animations qui sont liées au temps et donc une application qui garde un comportement plutôt invariant au FPS. Donc même si votre machine est lente ou si elle est trop rapide, voilà, l'animation va être cadencée à peu près au même rythme, un rythme lié au temps. Donc on récupère le temps pour ça. Ici, donc c'est un bloc de temps, disons, euh, plutôt que vous pouvez reprendre un peu dans n'importe quel contexte, avec une variable de type statique first time qui sera égale à 1 qu'une seule fois, la première fois que vous appelez la fonction draw. Enfin, c'est pas vous qui l'appelez la fonction draw, elle sera appelée automatiquement. Donc draw est appelé une première fois, et la première fois, first time vaut 1, et elle passera ad vitam aeternam à 0, enfin, tant que l'application est en train de tourner. Donc elle restera à 0, et donc on ne reviendra plus dans ce if. If dans lequel on set le premier previous time. PT c'est pour previous time, donc temps de la frame précédente. En vrai, il n'y a pas encore de frame précédente, c'est la première. Et c'est un peu pour ça que le temps de la frame précédente est quasiment le même que le temps de la frame courante qui était. Donc voilà, temps de la frame précédente, temps de la frame courante, juste après. Donc entre les deux, il se passe quasi rien. Donc si on a une microseconde de différence, c'est déjà beaucoup. Bref, donc le premier DT qui sera témoin PT, il sera tout petit, mais ça c'est pas bien grave. Hein, le souci c'est quand il est trop grand. Donc on calcule le DT, la variation de temps, en secondes parce que cette fonction retourne des millisecondes. Donc on divise par 1000 pour avoir des secondes et puis on met à jour le previous time pour la frame d'après. Donc, je suis sur la frame actuelle. Je calcule la variation, et je suppose que j'ai le temps de la frame d'avant. Je calcule la variation de temps et je dis que maintenant le temps de la frame actuelle, ça va être le previous time de la frame d'après. Donc je mets à jour previous time, c'est pas pour maintenant, c'est pour la frame d'après. Hein, previous time, il est lui aussi statique. Donc on va le garder pour après, quoi. Et donc pour la frame d'après, j'aurai bien une nouvelle variation de temps qui va me permettre de toujours avoir un DT bien à jour. Le DT, tout en bas du code, il sert ici à dire l'angle A augmente de 180 degrés, en vrai, fois le temps. Ça veut dire, d'ailleurs le commentaire est complètement faux, l'angle A augmente de 180. Ce qui sont les degrés sur mon clavier? Degrés par seconde. Voilà, donc un demi-tour par seconde pour l'angle A. Et l'angle A, on va le retrouver dans le code. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas. Il est là. Dans la rotation qui est là. Donc, en termes de scène maintenant, j'efface l'écran. J'utilise mon PID, mon programme. Ma matrice de vue. Donc, ma matrice de vue, c'est celle qui me simule la caméra. Je vais mettre là pour le coup le tableau. Donc, mon espace tridimensionnel x, y, z. Et à un endroit de l'espace, je vais positionner la caméra. Alors, hop, la caméra, je l'ai positionnée en 0, 3, 12. Alors, 0 en x, donc en x, je ne bouge pas. C'est l'axe des x, y et z. 3 en y. 3 en y, donc 1, 2, 3. Et puis 12 en z, donc on est un peu au fond de la scène. Donc un peu haut et au fond de la scène. Alors bon, je vais pas respecter à 100% la scène parce que sinon je vais pas pouvoir voir ma caméra sur la feuille. Mais en gros, ma caméra est par là et elle regarde vers 0, 0, 0. Et son vecteur up, donc ça c'est, elle regarde le point qui est là, 0, 0, 0. Et son point up est de 0, 1, 0. Son vecteur up est de 0, 1.0. 0, 1, 0, pardon. Donc, ma caméra est placée comme ça dans la scène. Au niveau du code, qu'est-ce que j'ai d'autre que la caméra? Donc, la caméra va être stockée dans la matrice vue. Elle va venir donc modifier les modèles, mais dans le référentiel, et les mettre dans le référentiel vue. Et sinon, mon monde,
est modélisé comment? Donc, par matrice modèle, le cube ou le plan, faut chacun des deux imaginer que vous repartez à chaque fois de 0, 0, 0, parce que je fais un Lloyd Identity, et que ces objets-là, ils sont modélisés centrés sur eux-mêmes. Le cube, donc on est en train de parler du cube. Le cube, on a un translate vers le haut, puis un rotate. Alors, ce translate et ce rotate n'interagissent pas ensemble parce que c'est sur le même axe. C'est une rotation autour de Y et une translation sur l'axe Y. Si vous inversez, hein, comme on a fait la semaine d'intensif, si vous inversez les opérations, ça ne changera pas le résultat ici parce qu'il n'y a pas, d'interaction possible. La rotation est constante par rapport à l'axe des Y. Donc ça ne changera pas les données de l'axe des Y. Donc là, il y a pas, vous prenez dans l'ordre que vous voulez. On fait une rotation puis une translation ou une translation puis une rotation. Le bon ordre, j'ai dit, c'est toujours vous partez de l'objet. En vrai, vous partez de la scène matrices et vous remontez. Donc la première opération qui est faite sur l'objet, c'est qu'il tourne. Il tourne autour de l'axe des Y. Donc votre indice, repère main droite, Z vers vous, il tourne autour de l'axe des Y. Et il tourne dans le sens trigonométrique parce que A est positif. Donc ça nous donne donc un cube centré sur lui-même qui tourne autour de son axe Y, suivi d'une translation un tout petit peu vers le haut. Alors mon cube fait une taille, une sorte de rayon 1, donc une taille de 2. Il va de moins 1 à plus 1. Mon cube, il est donc translaté un tout petit peu vers le haut, qui se retrouve finalement à sa base à une hauteur y égale 0. La base du cube est à une hauteur y égale 0. Et donc il se retrouve à peu près par là. Et il tourne autour de l'axe des Y. Ok. Donc ça c'est la visualisation de mon cube. Ma caméra permet de le voir ici. Donc je rappelle, la caméra c'est ce qui vous permet en réalité de... Ah, pardon, je vais... parce que sinon ça n'apparaît pas dans la vidéo. La caméra c'est ce qui va vous permettre ici de reculer cette chose-là en fait. Et de l'amener de manière à mettre la partie bleue là où vous avez envie de voir. Le 0, 0, 0, il est là. Et les Z négatifs, c'est au fond. Donc, sur le dessin, on serait donc ici en train de regarder vers le fond. Et le volume projeté, il est par ici. Donc, s'il n'y avait pas eu la matrice vue qui décalerait tout en arrière, on verrait rien du tout, parce qu'ici, il n'y a rien du tout. Donc, c'est grâce à la matrice vue qu'on peut voir le cube qui est là. Et on enchaîne avec une... Ah non, j'oublie encore une fois de désactiver ça, c'est pas pratique. On enchaîne avec, à nouveau, une remise à identité de la matrice de modélisation, qui donc va permettre à un moment de dessiner le plan. Et le plan, qu'est-ce que je lui ai fait comme transformation? Alors, il y a un changement d'échelle, donc une homothétie de 5, donc il est grossi 5 fois dans toutes les directions. Là aussi, j'ai envie de dire, ça n'interagit pas vraiment avec la rotation, vu que le scale, il est uniforme. Donc, la rotation va faire sa rotation, mais il n'y aura pas de choses sur lesquelles il faut faire attention. Là, c'est soit vous dites je fais rotation puis scale, ou scale puis rotation, ça donnera le même résultat. Dans ce cas-là, parce qu'une rotation modifie les axes de scale, mais comme les axes de scale subissent tous la même valeur 5, il n'y aura pas de surprise là-dessus. Donc je fais un scale, je fais une rotation, axe des X de moins 90. Là je retourne au dessin. Un plan dans GL4D, enfin je vais le dessiner un peu par là. Un plan dans GL4D se crée debout, devant vous. Enfin, debout devant vous si vous étiez face au Z négatif. Donc le plan il est comme ça, et moi j'aimerais au fait que le plan il soit sous le cube. Donc en gros il va falloir le rotate comme ça. Vous voyez? Il faut le tourner comme ça autour de cet axe-là. Et cet axe c'est les X. Donc il faut le tourner comme ça, de moins 90 degrés. 90 degrés, mais en négatif parce qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on regarde l'axe des X par là, on est dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc c'est négatif, moins 90 degrés. Et donc le plan va se coucher.
Et comme je l'ai grossi 5 fois, bah, il est couché et grossi. Donc en gros, voilà, il va venir comme un tapis sous le cube, globalement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a ce résultat-là. J'ai pas parlé de la couleur. La couleur est juste une variable qu'on a nommée dans le shader. Hein, j'ai bien désactivé. Ok, parfois je le fais. Une variable que j'ai nommée dans le shader couleur. Donc cette fonction permet d'aller chercher dans le programme shader l'emplacement où je trouve la couleur et retourne le numéro qui va l'identifier. Et donc cette couleur-là, je peux dans le CPU venir la modifier. Pour le cube, je mets un bordeaux. Et je dessine le cube. Et donc après, je mets un vert foncé et je dessine le plan. Et donc, on aboutit au résultat qu'on a, sachant que c'est le fragment shader qui récupère cette couleur pour l'appliquer. Hein, voilà. Uniforme avec 4 couleurs. Et c'est cette couleur qui est appliquée directement à chaque fragment produit par la géométrie qu'on a envoyée. Hein, bien sûr, la géométrie qu'on a envoyée, toujours en rappel, elle est d'abord passée. Chaque sommet de la géométrie est d'abord passé, position, est d'abord passé ici, dans cette moulinette qui fait une multiplication par la modélisation, puis une multiplication par la vue, et enfin une projection, pour générer en fait un sommet dans l'espace qui va être rasterisé, et l'espace qui va permettre de fabriquer des fragments qui vont vous donner la scène. Hop, on refait une exécution pour se remettre dedans. Voilà. Et donc on a ça. Ça c'est en gros notre situation de départ. Et maintenant on souhaite faire en sorte de pouvoir texturer les objets que je dessine. Alors déjà la question c'est quoi texturer? Donc, texturer, c'est imaginer avoir en fait un morceau d'image ou une image sur laquelle il y a un dessin. Et ce dessin, je vais venir, enfin, vous imaginez que cette chose-là, c'est une sorte de tissu hyper élastique. Donc, imaginons le cas vraiment très simple. On va juste venir étirer ce tissu sur un objet 3D plus gros. Donc, cet arbre dessiné sur cette image, vous allez venir fixer, au fait, à chaque fois un point de l'image avec un des sommets de la géométrie. Hein, d'accord? Le sommet de la géométrie ici existe dans un espace tridimensionnel, x, y, z, x, y, x, y, z. Donc, les sommets existent dans x, y, z, et ils viennent se plonger dans un autre espace ici, celui de l'image, qu'on appelle généralement ST, ou que dans d'autres secteurs d'activité, notamment la modélisation de scènes 3D, enfin le côté artistique, on les appelle U et V, les UV maps. Donc dans le repère S et T, ça c'est 0, ça c'est 0. Donc je viens fixer, en fait, pour ce sommet-là, une coordonnée de texture dans l'image. Donc en fait, cette coordonnée tridimensionnelle passe à une coordonnée 5 dimensions. X, Y, Z, S, T. D'accord? Ah. C'est quoi la CT? S et T, c'est deux nouvelles coordonnées d'espace, d'un autre espace. De l'espace? Texture. Ok. Hein, S et T, c'est l'espace où je me plonge dans la texture. Voilà. Le sommet se plonge là-dedans. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça du mapping. C'est du mapping, en fait. On fait une relation entre les deux. On mappe là, ce truc là. Alors je vais essayer de dessiner des formes un peu différentes. Ce sommet, que j'essaye un peu de le dessiner comme un petit triangle, est mappé là. Ce sommet est mappé là. Alors, en gros, ici, la valeur c'est 1, hein, et ici, la valeur c'est 1. 1 pour dire 100%. Et enfin, alors j'ai fait rond, triangle, carré, on va faire une étoile. Et l'étoile ici. Et voilà. Donc, en gros, votre tissu hyper élastique vient s'étirer là-dessus pour vous représenter mon arbre qui est là, qui va venir s'étirer
sur la forme 3D. Alors ça, c'est le cas hyper simple, hein, parce que c'est rectangulaire, ou, enfin c'est carré ou rectangulaire, c'est carré ou rectangulaire. Pour une sphère, hein, vous imaginez déjà que c'est pas forcément la même chose, hein, d'où le problème des déformations dans les sphères, d'où par exemple sur les comment ça s'appelle les Mercator, là, les projections Mercator de la, par exemple de la Terre, on sait que les proportions de ce qu'on voit, ça correspond pas à la réalité. Par exemple, pour parler d'un sujet un peu d'actualité, le Groenland, ça paraît gros, mais c'est pas si gros que ça. Enfin, quand on met sur la carte, ça paraît presque aussi gros que l'Afrique. Ah, rien à voir. Oui. C'est surtout pour conserver les calculs que les marins avaient fait à l'époque. Pour conserver les calculs. Qu'est-ce qui est pour conserver? Non, mais moi je parle du fait de représenter, au fait, la carte en 2D. La Terre n'est pas 2D. Enfin, si on est à l'intérieur dans le référentiel Terre, on pourrait croire qu'elle est plate, mais en réalité non. Et donc, Plus on hein, s'éloigne de l'équateur, plus ça paraît gros. plus ça paraît gros. Voilà. Mais ça, c'est parce qu'au fait, quand on projette à l'envers une sphère vers un plan, on donne beaucoup plus d'importance au pôle que à l'équateur. Et effectivement, la mesure qui est vraiment plutôt à préférer quand on va naviguer sur une sphère, c'est plus des coordonnées polaires que des coordonnées cartésiennes. Voilà. Et bon, ça c'est, disons, l'autre cas un peu à l'opposé du cas le plus simple, mais entre les deux, ben, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer par exemple dire que finalement, au lieu de mapper ce point ici, je vais le mapper ici. Vous voyez, je fais comme si c'était pas là. Et donc ce point, il est mappé plutôt là. Ça veut dire que en gros, je vais aller chercher. Alors je sais pas si ça va bien se voir dans cette image, mais je vais aller chercher ce morceau de l'image. Hein, vous voyez, ce morceau que je suis en train d'entourer, que je vais mapper là. Et donc forcément, le résultat, bon bah si je manque un peu de couleur. Bon, je vais prendre un peu de vert pour faire la partie verte ici, hein, de l'image. Et donc en gros, ici, ce qu'il faut voir, c'est que la partie verte, elle va aller jusque là. Que la partie ici, que je vais peut-être faire en rouge pour que vous puissiez voir correctement, en fait, elle va venir s'étaler comme ça. Hein, on déforme complètement le truc pour qu'il matche, au fait, à ce qu'on a pris comme portion, et c'est élastique. Alors, c'est ça le mapping de texture. C'est d'avoir ce système de coordonnées supplémentaires qui me permet ensuite d'aller plonger l'objet dans la texture et pouvoir afficher l'objet en utilisant cette texture-là. Voilà, donc déjà, système de coordonnées de texture. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à faire ou est-ce qu'on doit faire quelque chose pour pouvoir justement travailler avec? La réponse est, heureusement, on n'a pas grand-chose à faire, c'est déjà là. Il y a déjà des coordonnées de texture qui sont toutes prêtes, oui. Est-ce que vous pouvez remontrer le schéma enfin, Le magnifique Est-ce que je peux remontrer le magnifique dessin exactement. que j'ai fait? C'est ma question par rapport à ça. Ok, hop, on remet le Euh, dessin. Ma question c'est, donc avec le mapping, le panel que vous avez expliqué, le bas de l'image est étiré, mais le haut ne l'est pas. Oui, C'est bien compris. oui. Ok. Euh, Du coup, là, c'est déformant, effectivement. ok. J'aurais pu faire un truc euh, euh, plus homogène en termes de coupe. Par exemple, prendre juste 50% de l'image. Hein, j'aurais mappé là-dessus. Vous voyez, ce bout bleu là, ce serait un bout qui serait mappé là. Juste le bout bleu. J'aurais pu mapper l'image plusieurs fois sur la forme. Hein, donc si j'ai cette texture là, voici une. Ah non, on la voit pas sur. Si j'ai cette texture là, en damier noir et blanc, que j'ai une terrasse, j'ai envie, enfin un carrelage, du carrelage, une terrasse, et ben on va carreler, hein. Donc on va carreler beaucoup, hein. On veut en avoir pas mal,
Bon, je dessine très mal, hein. Hop, on veut en avoir pas mal des trucs comme ça. Donc à chaque fois, noir, blanc, noir, blanc, etc. Noir, blanc, etc. Et donc on va avoir cette texture qui sera mappée plusieurs fois sur cet objet. Quelle est la coordonnée de texture ici sur les S? Combien vaut ma valeur sur les S ici? Et bien, il faut compter le nombre de fois que vous répétez l'image. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc quelque part, mon S, il vaut 5. Hein, donc 5, vous voyez, ça ne rentre pas là, c'est 1 normalement. 5, au fait, c'est boucle 5 fois. D'accord? Alors, j'ai dit 5, c'est boucle 5 fois. C'est pas toujours vrai. Ça, c'est la stratégie classique. Hein, la stratégie classique, qui est par défaut, c'est le repeat. Repeat, voilà. Le repeat. Mais on a un autre type de repeat et on a une autre option qui s'appelle le clamp, c'est-à-dire s'arrêter et laisser juste se répéter la dernière colonne, comme si elle bavait comme ça à l'infini. Hein, comme si j'avais un seul carrelage là, et puis juste après que du noir. À la limite, on le fera avec le programme, ça sera plus facile que mes dessins tout moches. Et les repeats, vous avez un repeat en miroir aussi. C'est-à-dire que le repeat en miroir, alors ça marche bien avec le B. Imaginez que ça, c'est une texture. Si vous la répétez, la deuxième occurrence de la texture, elle va venir se répéter en miroir de ce côté-là. Celle du haut, elle va se répéter aussi en miroir, mais par rapport à Y. Comment je le fais? Le gros ventre en haut et la tête. Voilà. Et puis là, je sais plus. Là, donc c'est... Ok. Là, ça serait comme ça, tête et ventre. Voilà. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est un repeat mirror. Et ça, c'est un repeat tout court. Et sinon, vous avez le clamp to edge, qui est une autre stratégie de mapping. Donc ça, c'est les stratégies qui sont adoptées quand vous dépassez le 1. Vous dépassez 100% de l'image. Qu'est-ce qu'elle doit faire, la machine? Voilà. Il y avait une main levée, là-bas. Oui? Non? Non? Ok. Donc, on continue. La tech cord qui est là nous sauve la vie parce que on n'a pas besoin d'associer au sommet tridimensionnel des plongements de coordonnées dans la texture. C'est déjà fait. Le cube, eh ben, le cube, simplement, le cube, chaque face est 100% de l'image. Voilà. La sphère, toute la sphère est 100% de l'image, donc il y a des formations. Hein. Rectangle sur sphère, on déforme au pôle. Hein, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un cylindre, ben, vous imaginez un cylindre, c'est assez facile à mapper. Hop. Si vous considérez que la feuille est l'image, ben, mapper une feuille sur une forme cylindrique, ben, je le fais là. C'est facile. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si je devais faire une sphère avec ma feuille, là, je suis en train de déformer. Par contre, qu'est-ce que je peux faire avec un cylindre quand il est... Donc, il boucle sur lui-même sur un des axes. Je ne sais pas si vous avez suivi, il boucle sur l'axe des S. Et si je le faisais boucler sur l'axe des T, j'obtiens quelle forme? C'est moche avec du papier. Un donut. Donc un tore mappe parfaitement une image, hein, sans déformation. Quand vous avez une map infinie où la sortie vous fait revenir, la sortie de ce côté vous fait revenir de ce côté, et la sortie de ce côté vous fait revenir de ce côté, c'est que vous êtes sur un tore en fait. Ok. Donc je disais, les coordonnées de texture, on les a déjà. Il faut juste s'arranger pour les emmener plus loin dans le fragment shader. Alors les emmener plus loin dans le fragment shader, on est où? Hop. On les a ici dans cette boîte-là et en réalité on en a besoin ici parce que c'est ici qu'il y a une fonction qui permet d'aller piocher dans une texture la couleur dans la texture. D'ailleurs la couleur dans une texture ne s'appelle pas un pixel, ça s'appelle un texel. Voilà, juste, hein, c'est facile à retenir, texture element au lieu de picture element. C'est un texel. La différence entre un texel et un pixel,
textile, c'est élastique. Voilà, quelque part, oui, le texel est élastique et du coup, il peut y avoir soit pas assez de texel pour un pixel, soit l'inverse, trop de texel pour un pixel. Donc, première option, j'ai 4 texels, ils vont se battre pour trouver qui prend la place du pixel, qui prend la place du pixel. Ils se battent, hein, l'espace est trop réduit, il y a 1, 2, 3 et 4 qui se battent en duel pour prendre la place ici, lequel gagne? Et bien, si en réalité, en mettant face à face le pixel et les texels, en réalité, on voit qu'en réalité, le 1, il gagne plus que les autres, par exemple. Bah, c'est 1 qu'on va mettre tout seul ici. Cette stratégie qui consiste à dire, en fait, je choisis le meilleur Ouais, je ou vois. le plus proche en vrai, c'est la stratégie qu'on appelle nearest, c'est la moins chère. C'est celle qui donne un résultat pixelisé. Et la stratégie un peu plus évoluée, c'est de dire on va pondérer en fonction de la proximité. Donc un va avoir un poids plus fort que 2, qui va avoir un poids plus fort que 3, qui va avoir un poids plus fort que 4. Hein, parce que un il a beaucoup d'espace pour lui, 2 un peu moins, 3 encore moins, et 4 encore moins. Et donc, dans le pixel, je vais mettre à la fois du un peu de 2, un peu moins de 3 et tout petit peu de 4. Un mélange des 4 couleurs des texels. Et cette stratégie, généralement, on l'appelle la linéaire parce que ça fait une interpolation linéaire, un truc pondéré sur les 3 pixels. À l'inverse, ben, on étale un texel sur plusieurs pixels s'il le faut. Donc ça, je n'ai pas besoin de faire un dessin. C'est dans l'autre sens. Un seul texel, il a largement la place pour s'étaler. Comment il s'étale? Hein, est-ce qu'il s'étale en bavant, c'est-à-dire en faisant une interpolation vers les autres texels, puisqu'il y a la place, ou il s'étale strictement, pareil, donc avec soit du Nires strictement, soit en bavant vers les couleurs des autres texels avec du linéaire. Mais là, il y a d'autres stratégies qui peuvent être adoptées et on en parlera plus tard, comme le MIP mapping. Peut-être un terme que vous avez, ça prend 2P, MIP mapping, je sais pas. Un terme que vous avez entendu peut-être ou pas. Donc, hop, je reviens là-dessus. Ah, je pose ou pas? Oui, ça marche en bas. J'y vais. Donc, comme on a la tech cord qui est là et qu'on va la transférer vers le fragment shader, alors comment on fait ça? Simplement en inventant une sortie ici, donc out, du même type que la coordonnée de texture qui est là, donc vec2, et je vais l'appeler, alors je ne peux pas lui donner exactement le même nom, donc il faut que je lui donne un nouveau nom. Généralement, j'adopte une syntaxe du genre, je mets VSO pour dire Vertex Shader Output, pour savoir en fait d'où ça vient, la chose que je vais output. Donc Vertex Shader Output, TC, comme Texture Coordinate. Et cet output, d'où il va chercher sa valeur, bah, tout simplement de ligne qui est là. Donc il y a rien à faire. Et donc on va compter sur le fait que en réalité une sortie du vertex shader, quand elle va arriver dans un fragment shader, elle sera interpolée. Et donc les coordonnées de texture, elles seront lissées sur la forme, automatiquement. Et donc je vais dans le fragment shader et je mets in vec2 VSO TC. Et là, je l'ai ma coordonnée de texture. D'ailleurs, je vais vous montrer qu'on peut visualiser nos données, même si on n'a pas de printf, le shader peut vous permettre de voir si en fait vous êtes dans le bon ou vous avez déjà un truc qui déconne. Donc, vous avez un doute, pourquoi ma texture n'est pas affichée comme il faut, blablabla. Est-ce que ma coordonnée de texture est déconnante? Eh bien, on peut la voir en fait, pour voir si elle est déconnante ou pas. Donc on regarde le code, hein, il affiche le résultat en utilisant les couleurs, mais en vrai, qu'est-ce qui m'empêche de dire qu'en réalité VSOTC est une couleur? Alors oui, il y a quelque chose qui m'empêche de dire VSOTC est une couleur, c'est que VSOTC est bidimensionnel, une couleur elle est 4 dimensions, ok, bah, je fais une couleur avec quand même VSOTC en complétant avec les 2 dimensions qui manquent, je mets n'importe quoi à la place.
Donc en gros, j'ai besoin d'un vecteur 4 pour donner une couleur. Ça, on est d'accord. Ce vecteur 4, pour ces deux premières parties, je mets VSOTC. Et pour ces deux dernières parties, je mets ce que je veux. Je mets 0.0 pour le bleu et 1.0 pour l'alpha. OK? Donc j'ai du VSOTC qui s'exprime sur du rouge et du vert. La coordonnée de texture s'exprime sur le rouge et le vert. Je visualise et j'interprète. Vous voyez ici, à gauche, c'est noir, 0, 0. Ici, en haut à droite, c'est jaune, 1, 1. Donc je mappe bien l'objet de 0% à 100%. Ma coordonnée de texture est juste. Et vous voyez, sur le cube, la texture est mappée pour chaque face, toujours de 0 à 1, 1. Vous arrivez à interpréter la couleur correctement, là? Waouh! Ouais. Parce que l'export s'est mal passé. Il y a bien le out d'un côté et le in de l'autre. J'ai in dans hello.fs et dans hello.vs, j'ai out. Et est-ce que vous avez set la valeur du out? Non, c'est ça que je Voilà, c'est... Effectivement, si vous oubliez de set ça, ouais, bah vous avez du bruit. Moi, j'ai une erreur. Je crois que j'ai une erreur, moi. Hop. Voilà, moi, vous voyez, mon driver mon driver OpenGL est beaucoup plus strict que le vôtre. Vous, il vous a laissé faire passer des trucs random. Le mien, il m'a généré une erreur et j'ai pas d'affichage. Il m'a dit, l'entrée que vous récupérez n'est pas écrite. Du coup, j'avais une erreur. Ok. Bon, on a la coordonnée de texture. Comment on s'en sert? Pour le moment, disons qu'on n'est pas encore bien expert pour s'en servir, mais en réalité, il y a une fonction qui s'appelle texture, tout court, donc que vous pourrez retrouver sur la cheat sheet hein, que je vous avais donné ici. Donc tout au bout sur la partie, donc disponible sur opengl.org, mais tout au bout sur la partie fonction, vous avez la fonction texture, enfin vous recherchez la fonction texture qui doit être quelque part, je dirais par là, oui. Hop, voilà, la texture. Alors pour piocher dans une texture et récupérer une couleur, il faut avoir un sampler 2D sampler et un vecteur de dimension P et un bias, c'est-à-dire un truc qui biaise, enfin qui, hein, Pour déplacer pour oui, pour faire une sorte de offset sur, comme un, ouais, comme un offset. j'ai oublié le nom. En 2D, on a ça, genre, on a une seule image avec toutes nos textures Ah, et on va recadrer, ouais, on ouais, va offset ouais, l'image jusqu'à avoir que la partie. le bout qu'on veut. Euh, donc, bah ça on l'a et ça on l'a pas. Et ça, ben, faut juste l'utiliser. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on n'a pas? On va faire comme si on l'avait. Donc, il nous faut quelque part ici un uniforme sampler 2D tech. Je l'appelle tech. C'est ma texture. D'accord? Si j'ai mon sampler 2D tech, je lui dis d'utiliser VSO TC. Là, je vais vous montrer le code. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas censé avoir d'erreur là. Ah, j'ai pas écrit uniforme, ça va. J'ai écrit. Ouais. Oula, encore. Hop. Voilà. Donc le code fonctionne. C'est juste qu'il n'y a pas de texture noire. Mais côté shader, j'ai fini. Donc je me sers de la fonction texture pour aller piocher dans une texture. En fait, tech, là, c'est une texture. Mais comment mettre ma texture dans tech? Donc c'est ça l'objet de la fin de la séance. On est dans une situation où, hop, je vous montre le schéma, où ici, traitement sur les pixels, là, enfin cette boîte là, en gros, c'est une boîte qui vient stocker toutes les données bitmap, les textures en l'occurrence, dans le GPU. Donc côté GPU, on va stocker notre bout de texture ici. Et c'est ce tech au fait dont on se servirait pour ici venir lire dans le fragment shader et écrire la couleur du fragment. Et d'où provient cette texture? Depuis le CPU. Donc il faudrait qu'ici je me crée des pixels et que je les envoie de ce côté-là, par le biais d'une texture OpenGL. Voilà. Donc pour
créer l'objet de texture OpenGL. D'ailleurs, pour créer beaucoup d'objets OpenGL, on a une syntaxe qui ressemble à celle-là. Enfin, d'ailleurs, celle-là est inspirée de celle d'OpenGL, pardon. Je ne vais pas m'approprier ce mode de fonctionnement. Donc, le mode de fonctionnement d'OpenGL passe par les fonctions GL-gen pour générer des objets, en quelque sorte, par des GL-bind pour les binder, donc les mettre au premier plan, et par des GL-delete pour les delete. Le gen, c'est comme un malloc, mais pas tout à fait. Ça vous génère simplement un numéro. Pour une image, ça ne suffit pas, hein, c'est pas très gros, un numéro. Mais par contre, au moment où vous transférez vers ce numéro, qui est bindé à un moment, vous transférez l'image d'un giga, disons, depuis le CPU vers le GPU, ben, ça va occuper un giga de mémoire dans le GPU. Et c'est le delete qui va le libérer, ce giga, si vous avez besoin de le libérer. Vous voyez, donc c'est quand même comme un malloc. Ça dépend, la chose peut grossir, rapetisser dans la mémoire du GPU, mais si vous voulez la supprimer, il faut la delete. Donc, chaque GL gen, GL delete. Donc, on va dans la doc d'OpenGL, opengl.org, documentation, référence page 4, enfin de la version 4. On va dans G pour donc nos fonctions gen et GL gen textures. Alors, generate texture names, ça génère des noms de textures. Alors, qu'on se mette bien d'accord, OpenGL, quand ils disent name, en réalité, c'est identifiant. Donc un name, c'est un identifiant non nul. Donc, vous lui passez un tableau qui peut stocker un certain nombre d'identifiants et le nombre d'identifiants que vous voulez générer. Donc, en gros, nous, on veut générer un seul identifiant. À la limite, une variable suffit. Juste une variable pour un identifiant, une texture. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire le gen et le delete dans la foulée. Static glu int pardon, techID égale 0. Donc ça va être mon identifiant de texture. Identifiant de texture. À l'init, quelque part, hein, quand vous êtes prêt, je vais rajouter tout le bloc de texture à la fin de init. Je fais un gl gen texture, une texture dans techID, un pointeur vers le tableau. Alors, c'est bien un tableau d'un élément. Une variable, c'est un tableau à un élément. Donc, le pointeur vers le tableau, et j'ai gen ma texture. Donc, si vous cherchez la suite et vous ne vous souvenez pas, bon, lisez, regardez le see also. Alors là, vous voyez bind texture. Hein, vous vous rappelez que après, pour activer quelque chose, pour la modifier ou l'utiliser, il faut toujours bind en fait. Donc vous allez dans bind. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans bind? Il faut que je regarde vers quel target ma texture va être bind. Alors, ma texture, moi je veux qu'elle soit 2D. On pourrait revenir sur le détail des autres types de textures plus tard. Donc target, c'est texture 2D, et texture, c'est le nom, donc l'identifiant de ma texture à mettre. Donc, pour binder ma texture, je dois faire un gl bind texture, bind texture. Alors attention, il y a la version textures. Hein, ici, je suis dans texture. Si vous voulez bind textures, ne vous trompez pas. Où est-ce que... Voilà, bind texture, elle est légèrement différente et surtout, elle est plus récente. Moi, ma machine, elle est 4.1, donc je ne l'ai pas, moi. Donc, moi, je reste à texture, ou GL texture 2D, qui techID. Voilà. Alors, j'en profite pour vous montrer quelque chose d'autre. Une fois qu'on a travaillé avec quelque chose, on le débind. Ça, c'est en quelque sorte, c'est comme si vous avez travaillé dans un fichier, vous avez sauvé et vous fermez le fichier. Pour éviter des fausses manipulations éventuelles dessus. Donc, quand il n'y a aucune texture bindée, vous pouvez modifier aucune texture. C'est plus sécure de débind une texture. Bon, je laisse le bind débind ici et je m'occupe rapidement du kit d'abord. Comme ça, vous n'oubliez jamais que c'est un peu comme malloc. Si techID, alors, c'est pas free, mais c'est delete, gl, delete, textures.
une texture à partir de TechID. Mais ça, dommage, cette fonction ne remplit pas de 0 à partir du pointeur, donc c'est à vous, derrière, de mettre un 0 à la main. Pour dire qu'elle est plus OK, cette texture, elle a été libérée. Donc, activez la texture, et nous, maintenant, ce qu'on cherche, c'est envoyer la texture. Hein, patience, on est presque au bout. Donc maintenant, on veut envoyer la texture. Mais désolé, il reste un tout petit truc avant d'envoyer la texture à faire. C'est l'option de stratégie de interpolation ou pas d'une texture. Cette option, elle est obligatoire, sinon la texture ne s'affiche pas. Où est-ce que je vais chercher les options des textures? Bon, ça s'appelle les paramètres de texture. Donc vous cherchez ici quelque chose qui s'appelle paramètres. Ah, Tech Parameter. Vous cherchez dans les Tech Parameter. Moi, je cherche le paramètre de grossissement ou de rapetissement des textures. Alors, dans OpenGL, on appelle ça Magnify ou Minify. Minify, ça veut dire rapetisser. Magnify, ça veut dire grossir. Alors, vous cherchez Min à la limite. Min Filter, vous voyez, hop. Quel filtre de Minify, Mag Filter, quel filtre de Magnify. Alors, il faut aller les chercher, ces trucs-là. Hein. Bon, je vais hop, récupérer ça, faire un CTRL F sur la page. Il est là. Alors, le Min Filter, hein, le Mag, il a un tout petit peu moins d'options que le Min. Le Min Filter, il a un certain nombre de paramètres possibles. On va pas s'attarder dessus. Je vous ai parlé rapidement sur la feuille de ces deux-là. On verra les autres plus tard. Ces deux-là, donc nearest, ça veut dire le plus proche, ou linéaire. Pour une petite texture qu'on va faire à la main, hein, parce qu'on va l'écrire dans la RAM CPU et l'envoyer au GPU, nearest, c'est très bien. Donc on va prendre l'option nearest pour le paramètre qui s'appelle minFilter. Donc en gros, comment ça marche? GL tech parameter, pardon, GL tech parameter, alors pas FI, c'est un entier. La target, j'imagine que c'est oui, la target, c'est le premier paramètre. Donc, toujours une texture 2D. Texture 2D. Deuxième paramètre de la fonction, c'est quel paramètre vous voulez paramétrer. Le GL min filter, non, texture min. GL texture min filter. Quelle valeur GL nearest. Voilà. Deuxième paramètre, comment on grossit les textures. Mag filter. Et vous laissez nearest aussi. Voilà, ma texture est paramétrée. Maintenant, il faut l'envoyer. Alors, pour l'envoyer, il faut d'abord avoir une texture. Alors, on va envoyer une texture toute simple. Hein. On va créer un tableau de 4 éléments pour faire notre texture. Les 4 éléments, c'est des entiers non signés. Vous vous souvenez, -1. Quelle ligne? Mag filter. Min filter. Alors, je fabrique ma texture, hein, 4 pixels. Premier pixel, je mets -1. C'est quoi -1? L'entier le plus grand. Parce que je suis sur du positif. J'ai lu int. L'entier positif le plus grand. Donc c'est blanc. 0, deuxième pixel. Premier pixel, disons en haut à gauche, blanc. En haut à droite, noir. En bas à gauche, noir. En bas à droite, blanc. J'ai un damier. Hein? Blanc, noir, noir, blanc. C'est damier. Voilà ma texture. Comment l'envoyer à OpenGL? Comment envoyer à GPU? Vous oubliez, vous cherchez toujours dans See Also. C'est pas très parlant. Tech Image 2D, c'est elle qui fait les transferts. Alors, là aussi, je ne vais pas super m'attarder dessus. Je vais vous dire 2-3 trucs sur les paramètres. Target, c'est toujours dire que c'est une texture 2D. Level, c'est le niveau de détail de la texture. Pour le moment, on va partir sur le niveau de détail le plus haut et je vais mettre 0. On parlera plus tard du MIP mapping et je vous expliquerai comment l'utiliser pour activer les autres niveaux de détail. Donc, en gros, une texture, vous pouvez l'envoyer full def, moitié définition, moitié de moitié, etc., jusqu'à arriver à 1 sur 1. Et à chaque fois, on appelle ça un level. Le level le plus haut, c'est 0. Format interne de la texture, ça veut dire en gros RGBA. Prenons la version la plus simple pour le moment. RGBA, rouge, vert, bleu, alpha. Largeur de la texture, hauteur de la texture. Border, c'est un des paramètres ridicules où on va trouver des trucs du genre ce paramètre doit être à 0.
parce qu'il n'est plus utilisé aujourd'hui. Format, c'est le format de la texture dans la RAM CPU. Type, c'est le type de la donnée de chaque composante de la texture dans la RAM CPU. Et enfin, le pointeur vers la donnée dans la RAM CPU. Et ça envoie dans le GPU tout en décrivant qu'est-ce que c'est en train d'envoyer. Ça fait beaucoup de paramètres, ça fait beaucoup de choses, mais sur lesquelles on va revenir. GL Tech Image 2D, GL Texture 2D. Alors, level 0, internal format GL RGBA, vous l'avez dans la doc, mais on ne va pas s'attarder. Le nombre de pixels en largeur 2, le nombre de pixels en hauteur 2, le border 0, le format côté CPU c'est du RGBA, et le type de chaque composante de ce RGBA, bah, c'est un GL unsigned byte. Chaque composante est un unsigned byte. Pourquoi? Bah parce que je suis sur un unsigned int. Un unsigned int est fait de 4 bytes. Et donc, comme je découpe en 4, c'est un unsigned byte. Et enfin, le pointeur P vers mes pixels qui sont là. Bon, appelons les pixels. Ça va être plus parlant. Voilà, mes pixels sont envoyés, terminé. Mes pixels sont enfin ici. C'est pas fini. Dernière étape. À chaque frame, je vais ranger mes pixels sur une étagère. Je vais ranger ma texture sur une étagère. D'accord? Parce que j'ai plusieurs étagères de texture et il va venir se servir à chaque fois d'une des textures sur mon étagère. J'en ai qu'une seule, je vais utiliser l'étagère 0. Enfin, j'aime bien parler de manière imagée, comme ça c'est plus facile à retenir. Donc maintenant, donc binder une texture, c'est dire c'est elle que je veux. Hein. Cette commande binder signifie, alors on va binder dès qu'on a use le programme. Alors je bind ici. Je vais débinder juste avant de unuse le programme. Je débind ici. Bon, comme ça je suis large. Ma texture est active de tout en haut jusqu'à tout en bas. Tous les dessins que je vais faire vont pouvoir l'utiliser. C'est ça que ça veut dire. Hein. Mais ça ne suffit pas. Alors, je bind, ça veut dire je la range en réalité à un moment donné, sur une étagère. Hein, on appelle ça en fait un étage de texture. Et par défaut, l'étage de texture qu'on utilise, c'est l'étage 0. Et la fonction qu'on utilise pour définir l'étage dans lequel on veut binder, c'est active texture. Et là, on met GL texture 0. Alors, vous pouvez faire 0 plus 1, c'est l'étage 1, 0 plus 2, c'est l'étage 2, 0 plus 6, c'est l'étage... enfin, 6, sachant qu'on commence à compter à 0 plus 0, hein, donc 0. Donc là, ma texture est à l'étage 0. Je reviens au shader. Le sampler 2D qui est là, ce tech là, c'est justement l'étage. C'est juste envoyer dedans une valeur pour dire tech, c'est 0. Ma variable tech, je dois mettre 0 dedans si j'ai mis 0 dans active texture et j'ai fait le bind sur ce active texture. Donc, je fais le active texture, je fais le bind donc dans ce active texture. Donc derrière, je dis ma variable, je dois lui mettre la valeur 0. Alors, ma variable, je dois lui mettre la valeur 0. Ma variable est de type entier. Un entier. Son emplacement, alors là, j'ai copié-collé la ligne pour la couleur, mais c'est la même chose. Son emplacement, c'est GL get uniform location. Hein, vous vous souvenez, on avait fait ça pour couleur ici. Get uniform location. Dans le programme PID de ma variable, mais qui pas couleur, mais tech. Get uniform location dans le programme PID de ma variable qui s'appelle tech. Donc, quand j'ai la location de ma variable, je peux lui passer sa valeur, 0. Et là, je sauve, et là, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre à faire, à part apprécier que le résultat est texturé. Voilà. Et j'ai mon damier. Maintenant,
Deux, trois choses pour finir la séance. Si je me suis planté d'étage, hein, j'active l'étage 1. Je bind en disant c'est l'étage 0. Résultat, noir. J'active l'étage 1, je bind, et ensuite je dis c'est l'étage 1. Même si l'étage 0 n'est pas utilisé, ça marche. J'ai mis à l'étagère, sur l'étagère 1, pas à l'étagère 0, et je dis que j'ai mis sur l'étagère 1. Donc ça marche, vous voyez. Donc ça marche. Deuxième petit détail, on peut s'amuser avec les coordonnées de texture, et tout à l'heure, quand je vous ai dit, quand on dépasse 1, le comportement par défaut, c'est de répéter. Ben, on va faire ça, et finir là-dessus, je vais faire 1 x 5. C'est-à-dire, quand j'avais 1 à un endroit, ça ira jusqu'à 5. Ça veut dire la texture, en gros, va se répéter 5 fois. Voilà. Est-ce qu'on peut revoir à quel moment on a envoyé la texture au shader? Est-ce qu'on peut revoir à quel moment on a envoyé la texture au shader? Ok. Pour moi, on a envoyé l'information au shader que la texture est sur l'étage 0. Ici. Active texture, ça fait quoi ça? Ça, c'est 7 l'étage actif, 7 l'étage de texture actif. Ok. 7 l'étage de texture actif. C'est comme un bind, quoi, mais qui dit, bon, bah, je m'adresse à l'étage 0. Au calque 0, quoi. Oui. Ok. À l'étage 0. Ça, c'est première étape. À cet étage, je bind la texture TechID. À cet étage, je bind la texture TechID. Et enfin, j'envoie l'info d'étage. J'envoie l'info d'étage utilisée dans la variable uniforme tech. Voilà. Allez, une toute dernière chose. Ça me fait de la peine de ne pas utiliser couleur. Hein, j'aimerais bien quand même garder un peu de couleur. Alors je vais faire un mix entre couleur et texture à 50-50, 0,5. Hop, comme ça, on garde un peu de couleur dans la scène et on finit là-dessus. Ok. Terminé, merci beaucoup.